Pourquoi des politiques culturelles? Pourquoi investir dans la culture? Pourquoi soutenir l'action culturelle? Farafina itama korone jugu kana balanga wilila. Farafina itama korone faren jugu kana balanga wilila. Bienvenue à votre émission Les clés du développement. Les clés du développement consacrent une série de numéros à la thématique de l'économie de la culture. Il s'agit de montrer l'importance de la culture et des industries culturelles dans le développement économique et dans le progrès social. Le présent numéro est dédié aux politiques culturelles. Pourquoi des politiques culturelles? Pourquoi investir dans la culture? Pourquoi soutenir l'action culturelle? Comme toute politique publique, les politiques culturelles doivent se légitimer, c'est-à-dire qu'elles doivent justifier leur pertinence et justifier leur investissement. Pour les économistes, il y a une série de raisons à l'investissement culturel. D'abord parce que la culture a des externalités positives, c'est-à-dire qu'elle procure des bénéfices importants à d'autres acteurs et à d'autres secteurs de la société sans être rémunérée pour autant. Deuxièmement, l'impact de la culture sur le développement territorial, sur l'attractivité touristique, sur la performance des entreprises, mais aussi sur la productivité des ressources humaines est connu. Pour son rôle pour l'éducation, la culture peut être promue et portée à tous, au-delà des barrières de pouvoir d'achat ou des barrières de catégorie sociale, pour que l'ensemble de la collectivité en tire le bénéfice. C'est pour cela qu'on pense que la culture peut être un bien sous tutelle. En d'autres termes, un bien qui doit être promu par l'État. La dépense culturelle peut engendrer ce que les économistes appellent des effets multiplicateurs. En d'autres termes, la dépense culturelle peut engendrer des revenus, des flux de revenus dans la création, dans la diffusion, dans la production et dans la consommation des biens culturels. Par ailleurs, l'investissement culturel peut, dans plusieurs cas, être affecté par de grandes incertitudes quant à ses résultats. Mais compte tenu du fait que ces résultats, quand ils se réalisent, sont largement bénéfiques pour la collectivité, l'État peut être légitime à intervenir là où l'incertitude fait que l'initiative privée sera beaucoup plus réticente. Le bien culturel peut être également soutenu par des politiques publiques en raison du fait que le bien culturel est un bien d'héritage, est un bien de prestige, est un bien qui a un contenu éducatif important. Plus globalement, on peut distinguer trois objectifs et sources de légitimation de la politique culturelle. Premièrement, la politique culturelle peut viser ce qu'on appelle la démocratisation culturelle. Il s'agit là de faire en sorte que les ressources de la culture ne soient pas réservées à quelques privilégiés. En d'autres termes, il faut sortir, comme a pu le dire un auteur, sortir la culture des ghettos et la mettre à la portée de tout le monde. Le deuxième objectif, source de légitimation de la politique culturelle, peut être l'objectif de la démocratie culturelle cette fois-ci. La démocratie culturelle vise à valoriser des types d'activités culturelles, des types d'art qui sont négligés ou qui sont considérés comme étant à la marge. Troisièmement, l'économie de la culture est un objectif, est une dimension récente, mais qui est pressante de l'investissement dans la culture, qui insiste sur la création de valeur, la création d'emplois, en gros, l'impact que la culture peut avoir pour le développement économique et social. Ces trois sources sont des sources de légitimation, de justification de l'action publique de soutien à la culture. S'il y a des justifications aux politiques culturelles, il y a également des critiques importantes qui leur sont adressées. Des critiques indiquent que les effets d'externalité attribués à la culture sont souvent surestimés, que les effets multiplicateurs sont établis par des méthodes peu rigoureuses. D'autres critiques insistent sur la bureaucratisation des institutions culturelles et aussi sur la dérive des budgets. Des critiques évoquent également le fait que les politiques culturelles peuvent créer des rentes qui peuvent être captées par des groupes constitués à cet effet, ou que ces politiques culturelles peuvent
protéger de façon excessive certaines activités culturelles. En somme, ces critiques posent la question du renforcement de l'efficacité et de l'efficience des politiques culturelles comme de toute politique publique. Les politiques culturelles peuvent être portées par des conceptions philosophiques différentes. Traditionnellement, on distingue 3 grands modèles de politique culturelle. Le premier modèle est celui de l'État centralisateur, un État qui joue un rôle décisif dans le soutien aux arts et à la culture, qui est en général le modèle de l'État français, qu'on a pu appeler aussi le modèle État architecte. Le deuxième modèle est celui de l'État mécène, dans lequel ce sont des organismes parapublics qui, de façon indépendante du pouvoir, exercent un rôle de soutien aux arts et à la culture. Le troisième modèle est celui de l'État facilitateur. C'est en réalité le modèle américain. Dans le modèle de l'État architecte, le ministère de la Culture est en réalité le métronome du secteur culturel. Il joue un rôle décisif de soutien aux activités culturelles et l'initiative privée est moindre. La politique culturelle de l'État architecte a connu en France son âge d'or après la Seconde Guerre mondiale, avec de grands ministres de la culture comme André Malraux ou Jack Lang. Mais en réalité, cette politique de l'État architecte s'inscrit dans une longue tradition depuis les monarchies françaises. À l'origine de l'État mécène en Angleterre, il y a le soutien que l'État a apporté à une entreprise à but non lucratif pour aider les artistes à jouer pour le public à Londres, en pleine Seconde Guerre mondiale, parce qu'il fallait soutenir le moral des populations de Londres qui étaient sous bombardement nazi. Après la Seconde Guerre mondiale, un organisme parapublic a pris le relais de ce soutien au secteur des arts et de la culture. En Angleterre, comme au Canada, ce modèle d'État mécène opère donc par des organismes parapublics qui ont au cœur de leur principe de fonctionnement l'indépendance vis-à-vis du pouvoir politique. La guerre a donc joué un rôle important pour le développement des politiques culturelles en Angleterre. Il en est de même aux États-Unis. Du reste, une anecdote importante indique comment ce qu'on a appelé le Victory Piano était un piano destiné à l'armée américaine qui était fabriqué conçu pour être robuste et qui pouvait être parachuté au front aux soldats pour qu'ils puissent remonter leur morale en jouant du piano. Dans le cas de l'État facilitateur américain, c'est parce qu'en réalité, la Constitution exclut la culture, de même que l'éducation et la santé, des pouvoirs de l'État fédéral. Aussi bien que ce domaine a été très vite investi par le secteur privé, par des fortunes privées. Le laisser-faire américain a engendré un important développement du mécénat privé, si bien que même quand des politiques publiques vont commencer à partir des années 60, ça va être des politiques publiques qui vont lier l'aide publique aux ressources privées avec de grandes incitations fiscales. Au Burkina Faso et dans certains pays africains, durant les premières années des indépendances, l'État-providence en construction était aussi un peu, au plan culturel, une sorte d'État architecte, avec, pour le cas du Burkina Faso, un soutien important apporté à la culture via le FESPACO, mais aussi en Guinée et au Mali, des soutiens importants dans des troupes de musique. Bien sûr, les politiques d'ajustement structurel et de libéralisation à partir des années 80 et des années 90 ont réduit de façon importante cet État architecte en constitution et réduit par là même les volumes de financement public alloués au secteur de la culture. Il faut toutefois noter l'important mécénat privé dans certains pays africains, notamment la tradition griotique forte avec un mécénat privé exceptionnel au Mali et en Guinée, mais aussi dans d'autres parties du continent comme au Congo, où ce mécénat privé est un soutien décisif, en particulier à l'industrie de la musique. Bien souvent, dans beaucoup de pays africains, la culture est hélas portée par une conception folklorique qui empêche la réalisation des promesses attendues du développement du secteur culturel. Il faut donc débarrasser les politiques culturelles de cette conception folklorique qui bloque l'émergence d'une véritable vision culturelle. Les États africains ont besoin de véritables politiques culturelles pour équiper leur culture, pour parler comme Joseph Kizerbo, pour infrastructurer leur culture,
pour diffuser leur culture, pour se définir un rôle historique et nourrir leur élan vers le progrès économique et social. En somme, en Afrique plus qu'ailleurs, on a besoin de réhabiliter nos humanités, on a besoin de bâtir nos humanités. C'est tout pour ce numéro des clés du développement. Rendez-vous pour une prochaine émission très bientôt sur une thématique importante de l'économie ou du développement.